Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle web formation. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons échanger ensemble sur la prise en charge des maladies auto-immunes. On sait que ce sont des maladies dans lesquelles le système immunitaire de l'organisme sécrète des auto-anticorps contre ses propres cellules, au final qu'il considère comme étrangères. Nous verrons au fil de cet exposé que quels que soient les symptômes de la maladie auto-immune, qu'elle soit locale ou systémique, eh bien, le dysfonctionnement du terrain immunitaire reste le même, quelle que soit la maladie auto-immune rencontrée. Pour vous permettre de mieux retenir cette présentation, je vous encourage de vous créer dans votre esprit votre propre histoire avec les éléments que je vais vous donner et de prendre en note ce qui est vraiment utile pour votre pratique. Alors au sommaire, aujourd'hui, on va revoir l'immunité, la physiopathologie des maladies auto-immunes, les actions de la phytothérapie, de la micronutrition et on verra des études de cas. Alors, rappels généraux sur l'immunité. Alors on sait que le système immunitaire est un système avec un double enjeu. Il doit être capable de tolérer et de nous défendre contre des pathogènes agressifs. Les acteurs du système immunitaire permettent de différencier ce qui fait partie de soi et du non-soi. Ce qui est reconnu comme le non-soi sera détruit, donc nous parlons ici des agents pathogènes comme les virus, les bactéries, les parasites, mais aussi certaines molécules étrangères comme les allergènes aériens, alimentaires ou éventuellement des venins. Et ce qui est reconnu comme soi sera toléré, donc on n'aura pas de réaction immunitaire. Alors le système immunitaire, vous le savez bien, se divise en deux grandes réponses. Vous avez la réponse immunitaire innée, c'est une réponse rapide, non spécifique. Elle est mise en jeu immédiatement après l'intrusion d'un pathogène et s'active sur 4 jours. C'est la première ligne de défense vis-à-vis des agents infectieux. La réponse en fin de compte est la même quel que soit le pathogène. À côté de ça, on a aussi une réponse inflammatoire. Et si ça ne suffit pas, on a la seconde ligne de défense contre les agents infectieux, qui sera une réponse immunitaire adaptative. C'est une réponse retardée puisqu'elle s'enclenche après 4 jours. Et elle est surtout caractérisée par l'activation des lymphocytes T ou des lymphocytes B, mais ça on en reparle un petit peu plus loin. Bien sûr, le but est de détruire le pathogène. Alors maintenant, nous allons voir comment sont reconnus les pathogènes par le système immunitaire inné. Ici, vous avez donc une illustration des différents micro-organismes pathogènes. Donc là, on va parler de bactéries, de virus, de levures ou de parasites. Et certains éléments des pathogènes vont être reconnus par le système immunitaire inné. Ces éléments s'appellent les MAMPS pour motifs associés aux micro-organismes. Alors pour les bactéries de gramme-, ce sont des fragments d'ADN ou des lipopolysaccharides. Vous savez, c'est ces éléments qui sont au niveau de la membrane du micro-organisme. Et pour les bactéries gramme+, là ce sont l'acide lipothéoïque et les peptidoglycanes. Alors afin de détecter les agents pathogènes, le système immunitaire inné, lui, est équipé de récepteurs qu'on appelle les récepteurs de reconnaissance de forme, les PPR. Il y a 4 grandes familles. Ces récepteurs, PPR récupèrent les MAMPS des micro-organismes. Cette récupération induit l'activation du système immunitaire inné avec la libération principalement de macrophages pour la phagocytose, de monocytes. On a aussi une expression de médiateurs inflammatoires, mais aussi la libération de protéines antimicrobiennes comme les défensines ou l'interféron. Les récepteurs jouent aussi un rôle protecteur dans les membranes, dans les jonctions serrées, donc on pense à la perméabilité intestinale, et aussi dans la réparation cellulaire. Pour en finir, l'activation de ce qu'on appelle les Toll-like récepteurs permet aussi d'induire l'immunité adaptative en participant à la présentation des antigènes. Alors si on y regarde encore de plus près sur l'action du système immunitaire inné,
Quand donc les récepteurs TLR ont été stimulés, il y a une sécrétion de différents médiateurs de l'inflammation. Les deux plus grands à connaître, c'est l'interféron et l'IL-12, et ça va entraîner des effets locaux. Alors qu'est-ce qui se passe? On va avoir une augmentation de la perméabilité vasculaire, une vasodilatation, une augmentation de la viscosité, et tout ça pour laisser passer les défenses immunitaires sur le site de l'infection. On a aussi un recrutement et une activation des cellules immunitaires comme les monocytes, les macrophages, les natural killers. Vous savez, ce sont nos snipers, mais aussi les neutrophiles. Bien sûr, depuis tout à l'heure, je vous en parle. On a aussi l'activation d'une réponse inflammatoire qui, à dose physiologique, bien sûr, participe à éradiquer le pathogène. On a aussi des effets systémiques, également au niveau de différents tissus comme le cerveau, le foie. Pour vous donner un exemple, par exemple, le foie a la propriété de recruter et de pouvoir activer spécifiquement les lymphocytes T naïfs. Bien sûr, le but de toutes ces réactions est d'augmenter les capacités de destruction du pathogène et aussi de débuter le processus de réparation du tissu lésé. Alors bien sûr, si l'immunité innée n'est pas assez efficace pour détruire le pathogène, ça va être l'immunité adaptative qui va être mise en place. Alors cette immunité adaptative, elle a 4 caractéristiques. Alors elle est d'abord décalée dans le temps, donc comme je vous le disais tout à l'heure, elle se met en place 96 heures après le contact avec le micro-organisme. Cette fois-ci, elle est spécifique, c'est-à-dire qu'elle reconnaît les antigènes du pathogène, ça veut dire vraiment l'identification exacte de l'agresseur et dirige son attaque contre cet agresseur et seulement cet agresseur. C'est aussi une réponse qui est systémique, c'est-à-dire que la réaction affecte cette fois-ci la totalité de l'organisme et pas seulement, on va dire, une partie du corps. Et c'est aussi une immunité qui possède une mémoire, donc le système immunitaire reconnaît les agents pathogènes déjà rencontrés, ce qui permet d'avoir des attaques plus rapides et plus efficaces. Alors, la réponse adaptative ne peut s'activer que grâce à ce qu'on appelle les cellules dendritiques. Alors, imaginez que le système immunitaire adaptatif est aveugle. Donc, on doit lui présenter un fragment du pathogène pour qu'il puisse prendre connaissance de sa présence et de pouvoir réagir. Donc, lorsque le pathogène pénètre, les cellules dendritiques récupèrent l'antigène, donc internalisent l'antigène, donc cette carte d'identité. Les cellules dendritiques après vont migrer dans les ganglions afin de maturer pour se présenter au système immunitaire. Après ça, les cellules dendritiques vont aller ensuite à la rencontre des cellules lymphocytaires, donc dites naïfs, et elles vont présenter l'antigène sous la forme d'un peptide. Le lymphocyte T0, dont on va parler tout à l'heure, va activer soit l'immunité à médiation cellulaire, celle qui fabrique les lymphocytes T cytotoxiques, soit va va stimuler l'immunité à médiation humorale, celle qui fabrique les anticorps. Donc, pour résumer un petit peu tout ça, pour être plus clair, si nous partons du chef d'orchestre du système immunitaire adaptatif, donc le lymphocyte T0, donc il reçoit des informations de la cellule dendritique et si les informations recueillies par ce lymphocyte expriment la présence d'un pathogène intracellulaire, qu'est-ce qui va se passer? C'est la voie TH1 avec l'immunité à médiation cellulaire qui sera activée. Donc ça produit des lymphocytes T cytotoxiques et cette voie est stimulée par l'interféron gamma et l'IL-12, donc voie TH1 pensée intracellulaire. A l'inverse, si le pathogène est extracellulaire, cette fois-ci c'est la voie TH2 qui va être enclenchée. Elle va produire les lymphocytes B qui vont permettre la production des anticorps. Et cette voie, elle est surtout stimulée par l'IL4, l'IL5, l'IL6.
L'équilibre de ces deux voies immunitaires, eh bien, pour avoir un équilibre entre l'immunité à médiation cellulaire, voie TH1, et l'immunité à médiation humorale, eh bien, ça se fait par l'intermédiaire des lymphocytes T régulateurs. Alors, vous inquiétez pas, on va les revoir un petit peu plus loin. Et ce sont les lymphocytes T régulateurs qui modulent l'expression, on va dire la prise de parole, du système immunitaire adaptatif. Le souci, c'est que la maturation des lymphocytes T régulateurs est sous l'influence de la voie TH17, qui est une voie d'inflammation. On en a besoin à dose physiologique pour pouvoir lutter contre un pathogène, mais à trop de doses, on va voir que ça engendre des problèmes, et en particulier la dysrégulation du système immunitaire. L'inflammation donc bloque les T régulateurs, donc l'inflammation perturbe l'immunité adaptative, et dans vos prises en charge, il faudra bien faire attention à ça. Donc si on va un petit peu plus loin dans cette voie TH1 et cette voie TH2, donc voie TH1 intracellulaire, virus, cancer, certaines bactéries intracellulaires, les cellules de la voie TH1 vont permettre d'augmenter quoi? Eh bien la phagocytose, d'augmenter le pouvoir bactéricide des cellules immunitaires, d'augmenter aussi la production des ROS, qu'on appelle les dérivés actifs de l'oxygène, on appelait ça avant les radicaux libres. Les cellules de la voie TH1 vont aussi permettre une activité cytotoxique plus importante pour les natural killers. Les cellules de la voie TH1 permettront aussi une meilleure production et une meilleure survie des lymphocytes CD8. De façon générale aussi, on aura une meilleure élimination du pathogène. Ça, c'est pour la voie TH1. Pour la voie TH2 maintenant, on va avoir une action sur les lymphocytes B et ça va permettre surtout la bonne synthèse des différentes lignées des anticorps. Alors je vous rappelle, il y a les IgM, c'est souvent ceux qui sont en contact pour la première fois avec un pathogène. Vous avez les IgG qui vont être activés lors d'une seconde rencontre, et puis la lignée de la voie TH2 va permettre d'augmenter la phagocytose, mais aussi l'action cytotoxique des natural killers, donc nos snipers. Pour les IgA sécrétoires, rappelez-vous, ce sont les défenses de nos muqueuses, on aura une plus forte inhibition de l'adhérence du pathogène, et on limite aussi la pénétration de ce pathogène au sein de la muqueuse. Pour les IgE, ça sert pour les problématiques de parasites, mais attention, c'est aussi la voie de l'allergie. Voie TH1, voie TH2, intra-extracellulaire. Maintenant, on voit la voie TH17. Alors cette voie à dose physiologique joue un rôle dans la lutte contre les bactéries extracellulaires, les infections fongiques, grâce à son rôle inflammatoire par l'intermédiaire donc de l'IL-17. Mais les cellules de la voie TH17 seraient impliquées dans les processus d'inflammation chronique, les maladies auto-immunes, on parle de polyarthrite rhumatoïde, de lupus, dans la problématique des cancers, des allergies et voire aussi dans le rejet des greffes. Mais on voit qu'au niveau inflammation, l'IL-17 se retrouve aussi dans le liquide synovial des patients, donc avec les polyarthrites, mais on retrouve aussi de l'IL-17 dans la maladie de Crohn, dans les colites ulcéreuses. Dans cette situation d'inflammation, je pense qu'il y a une plante qui doit vous venir à l'esprit, ça va être le curcuma. Alors, toujours pour résumer, il faut vraiment que ça soit clair dans votre tête, parce que vous allez voir que quand vous avez acquis vraiment ce schéma de l'immunité, vous allez pouvoir prendre en charge toutes les pathologies, parce que le fonctionnement sera le même, surtout dans la maladie auto-immune. Donc on a vu la voie TH1, c'est pour les pathologies intracellulaires, virus, bactéries et la prise en charge des cancers. Voie TH2, pathologie extracellulaire, lymphocyte B, anticorps. Voie TH17, inflammation, allergie, maladie auto-immune si elle s'emballe. Maintenant, on va voir le rôle des lymphocytes T régulateurs dans l'immunité. Donc les lymphocytes T régulateurs ont une action pour maîtriser les problèmes d'allergie, intervenir dans l'action immunosuppressive au niveau des maladies auto-immunes,
mais intervient aussi dans le processus tumoral et dans les infections chroniques. Donc on sait que dans de nombreuses maladies auto-immunes, eh bien, c'est associé à un déficit quantitatif et qualitatif des T régulateurs, mais on peut aussi avoir un excès de T régulateurs dans d'autres problématiques comme les infections à répétition ou les problèmes de cancer. Donc vraiment, il y a des travaux récents qui ont encore montré que les lymphocytes T régulateurs en trop grande quantité peuvent supprimer la réponse immunitaire dirigée donc contre les cellules tumorales et que les T régulateurs en faible quantité participent à la surexpression de la voie TH2, aboutissant à un risque d'allergie et de maladie auto-immune. Donc, si on veut faire le lien entre les T régulateurs et la voie TH17 dans la maladie auto-immune, l'IL-17 est donc une cytokine pro-inflammatoire qui stimule toute une cascade de cytokines encore plus inflammatoires, en particulier l'IL-6. Et si on a l'IL-6, eh bien on a une surstimulation de la voie TH17. Je vous rappelle quand même que l'IL-6 est une cytokine pro-inflammatoire, souvent produite dans les problématiques de l'intestin. Si on bloque l'inflammation, si on bloque l'IL-6, on se rend compte que ça permet de réactiver la synthèse des T régulateurs et les T régulateurs vont pouvoir avoir eux-mêmes une action sur la balance voie TH1, voie TH2. De façon générale, ce qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, c'est que dès que vous avez la présence d'une inflammation et d'une inflammation chronique, on peut avoir la persistance de l'IL-6 qui est donc pro-inflammatoire et qui, par son action, stimule cette voie TH17 et ne permet plus la bonne synthèse des T régulateurs. Donc les T régulateurs sont inactivés par l'inflammation, donc on ne peut pas avoir de bonne défense immunitaire. Donc pour résumer, dans les cas d'infection chronique, ou dans la problématique du cancer. Souvent, on a un manque d'expression de la voie TH1 avec une suractivité des T régulateurs. Lorsqu'on est dans les maladies auto-immunes, dans les allergies, on est dans une perte de la tolérance. Et dans cette perte de tolérance, comme dans les maladies auto-immunes, on a une surexpression de la voie TH2, mais par la suite aussi de la voie TH1, avec un manque qualitatif et quantitatif des T régulateurs. Alors maintenant qu'on a revu l'immunité de façon générale, on va se pencher sur la physiopathologie des MAI. Alors, pour résumer, on observe dans ces maladies auto-immunes des lésions qui sont créées par des réactions immunitaires du système adaptatif vis-à-vis de nos constituants du soi, donc c'est-à-dire vis-à-vis de nos cellules. Sachez que l'auto-immunité cause plus de 80 maladies chroniques et touche environ quand même 20% de la population des pays industriels. Les auto-antigènes sont reconnus comme des éléments étrangers par les cellules dendritiques qui, elles, présentent les antigènes ou les auto-antigènes. Les cellules sont détruites par erreur, provoquent des lésions dues à cette surproduction excessive d'auto-anticorps. Ceci, c'est dû à une rupture de la tolérance du soi par l'activation de la voie immunitaire. À ça s'ajoute une problématique d'inflammation par la voie TH17 et un manque de T régulateurs. Donc ce qu'on va voir, c'est l'activation des cellules dendritiques, celles qui présentent nos auto-antigènes, comment ça se déroule. Alors, on a une cellule du soi altérée ou qui semble être altérée. Les cellules dendritiques s'activent lorsqu'elles vont donc croiser une cellule qui présente apparemment une altération. La cellule dendritique va récupérer l'auto-antigène, va le présenter au lymphocyte T0 de l'immunité adaptative. Et l'immunité va activer à la fois la voie TH1 avec la production de lymphocytes T type CD8 ou d'autres substances cytotoxiques et activer aussi la voie TH2 avec les lymphocytes B pour produire des anticorps.
Et l'activité de ces deux voies vont s'attaquer à nos auto-antigènes et vont détruire nos cellules. Donc, pourquoi on a cette problématique-là? On va voir que ça peut être des cellules du foie altérées ou qui sont considérées comme altérées. On peut avoir la présence aussi d'antigènes externes par des infections qui ont un mimétisme avec nos auto-antigènes. Ça, on va voir les infections, la perméabilité intestinale et une stimulation excessive de la voie TH1 et de la voie TH2. Donc là, on va parler de HLA, on va parler de mimétisme. Alors, on va voir déjà pour les personnes porteuses de HLA. Donc, je vous rappelle, c'est un complexe majeur qu'on appelle d'histocompatibilité. Donc, c'est un système de reconnaissance du soi présent, en fin de compte, chez la plupart des vertébrés. Alors, on a deux formes de HLA. On a les HLA de la classe 1 qui permettent de distinguer les cellules du soi des cellules du non-soi. J'ai envie de vous dire, imaginez la cellule avec son petit drapeau blanc et qui dit à tous les autres, et en particulier au système immunitaire, je fais partie de la même bande, d'accord? Et vous avez les HLA de type 2 qui, eux, sont présentateurs d'antigènes ou des auto-antigènes, mais eux, ils présentent ça directement au système immunitaire pour dénoncer, en fin de compte, un ennemi. C'est un peu un collabo, quoi. En présence de cette prédisposition génétique d'avoir des HLA, certaines infections peuvent entraîner une forte production d'interféron gamma, ce qui aboutit, hélas, à une surexpression des molécules HLA de type 2, donc qui favorise la présentation des auto-antigènes, leur reconnaissance par le système immunitaire, l'activation lymphocytaire orientée vers sa destruction, d'où la réponse auto-immune. On va dire seuls les sujets qui portent certains HLA et qui rencontrent certains germes pourront bien sûr développer la maladie. Alors après, à côté de ça, vous avez aussi l'antigène, donc le code barre des micro-organismes pathogènes qui peuvent avoir un mimétisme avec la structure protéique de certaines de nos cellules ou la même structure que certains HLA. Alors on le voit bien par exemple avec les anticorps anti-gluten et la structure du tissu thyroïdien, où on le voit aussi avec la chondroïtine sulfate du cartilage qui a un mimétisme avec les composants de la bactérie Yersinia ou Salmonelle. En fin de compte, tout ce qui ressemble de près à la structure pathogène sera pris pour un ennemi. J'ai envie de dire, si votre pathogène, son code barre, c'est un drapeau rouge avec 20 ronds blancs et qu'une de vos cellules est porteuse d'un drapeau rouge avec 10 ronds blancs, c'est similaire, donc il y aura une attaque contre cette cellule. Alors bien sûr, on ne peut pas passer à côté de l'hyperperméabilité intestinale. On la retrouve dans beaucoup de pathologies, les troubles de l'anxiété, de mémoire, les maladies neurodégénératives, les allergies, les intolérances alimentaires, mais on va aussi retrouver le risque de maladies auto-immunes ou des passages d'éléments indésirables. Donc l'hyperperméabilité intestinale, c'est vrai, peut donner lieu au passage de molécules plus ou moins grosses dans la circulation. Donc on peut parler de protéines, qui sont des grosses molécules, ou de peptides, les petites molécules. Alors lorsque des peptides passent au niveau de la muqueuse intestinale, ces peptides n'enclenchent pas le système immunitaire, mais peuvent se déposer sur différents tissus et générer quand même des réponses plus ou moins inflammatoires. J'ai envie de dire, c'est ce qu'on appelle les pathologies d'encrassage. Hélas, lorsqu'il s'agit de grosses molécules comme les protéines ou comme des fragments bactériens, ce qu'on appelle les endotoxines, leur présence va entraîner une réponse immunitaire. Alors pour les protéines, ça sera une agression directe par les anticorps et toute structure protéique de nos cellules similaires à ces protéines seront bien sûr attaquées. Pour les endotoxines, c'est un petit peu différent. Le complexe que va former le fragment bactérien avec les anticorps va produire un complexe un peu spécifique. Et on va dire que selon la qualité de nos anticorps, ce complexe va être soit facilement éliminable ou pas par notre immunité. Si ce complexe qui est formé avec le fragment bactérien est petit et soluble, on va dire qu'il va se disséminer dans le corps, il va aller se fixer sur certains récepteurs cellulaires, et du coup les anticorps vont aller attaquer ce complexe là où il s'est déposé. Et ça va entraîner aussi une attaque de nos cellules et aboutir à une maladie auto-immune.
Donc, on a aussi les lymphocytes T régulateurs, comme on a vu tout à l'heure, qui peuvent poser problème s'ils ne sont pas en qualité et en quantité suffisante, puisque les lymphocytes T régulateurs ont une fonction immunosuppressive, que ce soit sur les lymphocytes T ou sur les lymphocytes B. On sait qu'ils sont synthétisés donc, via la sécrétion de l'IL-10 et le TGF-bêta. Ils jouent donc un rôle important contre les maladies auto-immunes en modulant la tolérance aux auto-antigènes, mais si, il joue aussi sur la tolérance avec l'allergie. Le souci, c'est que gardez vraiment bien ça à l'esprit, dès que vous êtes en présence d'inflammation chronique, les lymphocytes T régulateurs ne sont plus synthétisés, amènent donc une surexpression de notre voie TH1 et de notre voie TH2 qui peut conduire à la maladie auto-immune. Donc c'est pour ça que lorsque vous voyez toutes ces pathologies, sclérose en plaques, arthrite rhumatoïde, lupus, spondyarthrite, pso, diabète de type 1, vitiligo, et tous ces éléments-là, qu'est-ce qu'on retrouve? Toujours une forte présence de l'expression de la voie TH17 avec l'IL17 qui est inflammatoire, et à chaque fois on voit que le ratio T régulateur sur TH17 est diminué. Donc voilà pour cette première partie. Ce qu'il faut que vous reteniez de tout ça, c'est que lorsque vous êtes face à une maladie auto-immune, vous avez une surexpression des lymphocytes T et des lymphocytes B. Vous avez une surexpression de la voie de l'inflammation, donc la voie TH17, et une sous-expression des T régulateurs. Alors maintenant, on va voir comment, au niveau phytothérapie, on peut aider l'organisme à réguler cette problématique. Donc on va avoir différentes actions, ça va être de freiner les cellules dendritiques et de rééquilibrer la balance T17 sur T régulateur. Alors pour les cellules dendritiques, puisque c'est elles qui récupèrent les auto-antigènes et qui les présentent à notre système immunitaire, ce qui va être intéressant, ça va être de travailler avec la reine des prés et l'ortifeuille, puisqu'ils vont avoir toutes les deux la capacité de maintenir, on va dire, un phénotype immature des cellules dendritiques et aussi de diminuer l'expression des molécules responsables de l'activation des lymphocytes T. Alors l'ortipican, bien sûr, on la connaît pour son rôle anti-inflammatoire, anti-arthrosique, anti-asthénique, joue sur l'assimilation du fer, diurétique, minéralo-modulateur, mais là où ça va nous intéresser, c'est dans sa capacité de maintenir les cellules dendritiques immatures pour éviter cette surexpression et présentation de nos auto-antigènes au système immunitaire et aussi de diminuer l'activité des lymphocytes T. Pour la reine des prés, ça sera la même chose. Elle a une action anti-inflammatoire, antalgique, diurétique, anti-élastase, activité immunomodulatrice, donc inhibe aussi l'action du complément, inhibe la prolifération des cellules T. Et puis l'action anti-inflammatoire réduit aussi l'activation des HLA, donc ça va être important. Mais on sait aussi que les dérivés salicylés de la reine des prés bloquent une cascade inflammatoire, c'est la cyclooxygénase, et ça évite de produire des prostaglandines pro-inflammatoires ou des thromboxanes qui vont être bronchoconstricteurs ou pro-agrégants plaquettaires. Maintenant, on va voir comment on peut jouer aussi sur les antigènes extérieurs, mais aussi la perméabilité intestinale. Alors, on va pouvoir jouer sur l'immunotolérance grâce aussi aux probiotiques. Donc, je vais vous parler du Nergeflor TLR parce que ce mélange de probiotiques va pouvoir activer l'IL10 et le TGF-bêta. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez, je vous l'ai dit tout à l'heure que l'IL10 et le TGF-bêta étaient les deux éléments qui permettaient de stimuler la production des T régulateurs. Donc ça va être important, sachant aussi qu'on va voir le Nergeflor TLR est aussi anti-inflammatoire, donc modulant du système immunitaire acquis.
Donc, dans le Nergeflor TLR, on retrouve un mélange de 5 souches. On va le conseiller à raison d'une gélule par jour loin des repas. Ce qui va être intéressant, donc on a une stimulation des T régulateurs, on a une modulation de l'inflammation, qu'elle soit intestinale ou systémique. Le TLR aussi joue sur la cicatrisation de la muqueuse intestinale. À côté de ça, si on constate vraiment une perméabilité intestinale avec cette pathologie auto-immune, on va conseiller le Nergeflor intégral. Alors, bien sûr, ça va être pour éviter le passage d'endotoxines ou de grosses molécules comme les protéines. Donc, on va réduire avec le Nergeflor intégral. On peut le conseiller à raison d'un stick par jour. Dedans, vous retrouvez la glutamine, le zinc, le thé vert, la vitamine A. Il est déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et il est déconseillé en dehors des repas, plutôt le prendre au moment des repas. Attention, il y a un peu de caféine dedans, il y a 15 mg par stick. Chose que vous pouvez faire, c'est alterner le Nergeflor TLR avec le Nergeflor intégral pour vraiment avoir une action cicatrisante au niveau de la muqueuse intestinale et une action anti-inflammatoire. Alors une chose qui va être intéressante, ça va être de se pencher sur les oméga 3. Alors là, je vous présente une étude qui a été faite sur des souris qui vont avoir la compétence de convertir pour certaines des oméga 6 en oméga 3 et d'autres pas du tout. Et on s'est rendu compte que les souris qui avaient la compétence de convertir les oméga 6 en oméga 3 déjà avaient la compétence de diminuer l'inflammation de bas grade. Mais on s'est rendu compte aussi que la transformation des oméga 6 en oméga 3 avait la compétence de pouvoir modifier le microbiote intestinal, de faire passer la présence de bactéries pro-inflammatoires en bactéries anti-inflammatoires. Et qu'on s'est rendu compte aussi que le ratio oméga 6 sur oméga 3 faible favorisait plutôt l'expression de bactéries pro-inflammatoires. On a pu aussi constater une modification de poids. Donc il va être intéressant dans les maladies auto-immunes de conseiller, surtout avec l'inflammation aiguë, de conseiller Oméga EPA. Alors j'ai envie de dire plutôt de 2 à 4 capsules par jour, selon aussi la présence d'oméga 3 dans l'assiette de la personne. Pour la perméabilité intestinale, tout à l'heure on a parlé du Nergeflor intégral, vous avez aussi des plantes qui vont jouer sur cette fameuse hyperperméabilité intestinale. Vous avez l'astragale, vous avez la réglisse, le curcuma et le sirop. Et si vraiment en plus de la perméabilité on constate des allergies alimentaires, on pourra penser à rajouter le desmodium qui est anti-allergique. Alors l'astragale est vraiment une plante intéressante, surtout lorsqu'on avance dans l'âge. C'est vraiment pour moi la plante du seigneur. C'est une plante qui est immunomodulante, elle est anti-infectieuse, anti-allergique, anti-maladie auto-immune, elle module le système immunitaire, elle limite la sénescence de tous les organes, reins, cœur, foie, cerveau, elle module l'immunité, elle est antioxydante. Alors elle a une action aussi sur ce qu'on appelle les télomères. Donc vous savez, lors de la réplication au niveau des chromosomes, à chaque réplication, on a une diminution de la longueur de ces chromosomes. Et grâce aux petites télomères qui sont au bout des chromosomes, on évite un raccourcissement trop rapide qui amène un vieillissement prématuré du corps. Il faut savoir aussi que l'astragale joue sur la tolérance au glucose, donc syndrome métabolique, diabète de type 2, l'astragale va aussi être très intéressante. Le curcuma, plante que j'affectionne particulièrement puisqu'elle joue vraiment sur tous les axes. Alors c'est vrai que le curcuma est très anti-inflammatoire, antioxydant, il stimule les enzymes antioxydantes comme la SOD ou le GPX. Le curcuma améliore l'architecture de la muqueuse intestinale, joue sur sa cicatrisation, réduit aussi l'infiltration des lymphocytes dans cette même muqueuse, joue sur les maladies auto-immunes, joue sur les troubles digestifs, stimule les sécrétions pancréatiques. On oublie, mais le curcuma est aussi hépatoprotecteur.
Donc c'est une plante qui sera à conseiller dans les maladies auto-immunes puisqu'on balaye un spectre assez large de toutes les problématiques que l'on rencontre dans ces maladies auto-immunes, autant digestives que immunitaires. La réglisse aussi que j'aime beaucoup, alors c'est vrai que à faire attention lorsqu'on est face à des gens qui ont une hypertension non stabilisée. Alors la réglisse aussi est très anti-inflammatoire, elle joue sur les troubles intestinaux, elle joue aussi sur les problématiques ORL, pulmonaires, rhumatisme. Elle est anti-infectieuse, antivirale, antimycosique, antibactérienne. Alors là, je vous parle d'hélicobactères, de streptococcus mutans avec les parodonties. Pensez que les parodonties peuvent amener des maladies auto-immunes. Elles modulent donc la voie immunitaire, voie TH1, voie TH2. Elles réorganisent aussi la réglisse, l'architecture de la muqueuse intestinale. La seule chose, c'est qu'elles ne s'utilisent pas en continu et elles ne se donnent pas aux enfants de moins de 6 ans et à faire attention donc avec l'hypertension artérielle. Alors, pour la diminution aussi, lorsque la maladie auto-immune est enclenchée par la présence d'une infection avec un mimétisme avec nos auto-antigènes. Alors, on va voir le protocole pour combattre les infections chroniques. Alors, une des choses qui va être conseillée, ça va être le Nergescence AF avec ce mélange d'huile essentielle. Alors, il y a plusieurs protocoles qu'on peut appliquer. Soit on est sur quelque chose d'aigu, on va pouvoir donner 2 capsules par jour sur 15 jours ou 6 capsules par jour sur 5 jours, ou on peut conseiller aussi 2 jours à 3 jours par semaine, 6 capsules en fonction voilà, de la tolérance et on va dire de l'ancienneté du problème, parce que si on a un biofilm, il faut plutôt travailler doucement. Le choix des huiles essentielles, c'est quoi? C'est l'origan, la cannelle, le clou de girofle, le citron. L'huile essentielle à spectre large au niveau anti-infectieux, ça va être important. Mais en plus, ce sont des huiles essentielles qui ont une action sur aussi le fonctionnement des biofilms. Donc je vous rappelle, les biofilms, cette espèce de gang de protection où peuvent s'enfuir les bactéries. Avant, on pensait que ce n'était que ça, mais c'est tout un écosystème qui permet aussi aux bactéries, aux pathogènes de pouvoir développer une certaine résistance et virulence. Donc les huiles essentielles que je vous ai présentées ont surtout été retenues pour leur action à spectre large, en particulier au niveau du Candida albicans, du staphylocoque doré, mais bien sûr ça va traiter beaucoup de problématiques anti-infectieuses. Donc voilà pour les huiles essentielles. Bien sûr, depuis le début, je vous parle d'inflammation et on va aussi penser à jouer sur le NF-κB. Alors je vous rappelle, c'est une protéine de transcription impliquée dans la réponse immunitaire, mais aussi impliquée dans l'activation de la cascade des cytokines pro-inflammatoires. Et c'est vrai que si on ne freine pas ce NF-κB, eh bien on va avoir du mal aussi à rééquilibrer le système immunitaire. Donc les plantes qui vont jouer sur le NF-κB, ça va être l'ortifeuille, la reine des prés, l'astragale, la réglisse et le curcuma. Alors on va penser et on va revenir à nos omégas. Je vous rappelle que nos cellules vont répondre à une agression avec les phospholipides qui constituent leur membrane cellulaire. Donc si la membrane par exemple est riche en acide arachidonique, comme vous le voyez sur le schéma, eh bien on va plutôt avoir une production d'écosanoïdes pro-inflammatoires, de production de LT4 inflammatoire avec des risques d'agrégation plaquettaire, de synthèse de radicaux libres. Lorsqu'on donne des EPA, on va plutôt aboutir à la synthèse de molécules anti-inflammatoires, surtout dans les inflammations aiguës, lors d'infections bactériennes et contribuer à la fin de la réponse immunitaire. Lorsqu'on est sur des inflammations plutôt chroniques, eh bien, on sera plutôt sur du DHA, puisque le DHA permet de produire des substances qui s'appellent les résolvines et elles permettent de mettre un point final aux inflammations chroniques. Pensez aussi que le DHA est neuroprotecteur, surtout pour les gens qui avancent dans l'âge. Au niveau micronutrition, alors ce qui est important, c'est qu'on sait que rien ne peut fonctionner correctement si l'assiette
n'est pas équilibré, mais si on a des carences en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments. Et pour faire face, on sait, aux événements stressants qui sont physiques et psychiques, l'organisme dispose de systèmes de régulation, que ce soit par le système nerveux, par le système endocrinien, par le système immunitaire. La seule chose, c'est que ces systèmes ne peuvent fonctionner que s'ils ont les bons micronutriments à disposition. Donc, on ne traite pas une maladie auto-immune, mais on traite un individu présentant une pathologie auto-immune avec ses spécificités à lui dans sa maladie. Donc, les prédispositions aux infections et aux maladies dégénératives sont à voir avec une dysrégulation de l'immunité, mais on sait que donc, les carences peuvent être une cause fréquente d'immunodéficience et permettent aussi de faire le lien entre nutrition et système immunitaire. Donc bien sûr que dans la prise en charge, il ne faut pas oublier de voir s'il y a des défauts d'apport, s'il y a des défauts d'assimilation, par exemple avec une inflammation de la muqueuse intestinale, mais lorsqu'on est sur des pathologies très inflammatoires, dégénératives comme les maladies auto-immunes, on sait que le besoin accru de ces micronutriments va être important et c'est pour ça que souvent on a besoin de compléter avec des compléments alimentaires en plus de l'assiette. Alors bien sûr ça je passe parce que c'est des choses que vous maîtrisez, on sait que s'il n'y a pas assez de fruits et légumes on aura des carences en vitamines et en minéraux, si on n'a pas assez d'apport de bonnes huiles ou de poissons gras on aura des déficits en acides gras polyinsaturés qui ont une action anti-inflammatoire. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous maîtrisez, donc bien sûr, rééquilibrage de l'assiette, c'est une des choses les plus importantes dans un premier temps. Pour faire le focus sur les vitamines et les minéraux, on sait que le système immunitaire en a besoin, que l'assiette ne permet pas toujours de faire face aux besoins du corps, surtout en cas d'inflammation, de production de radicaux libres. Donc pour les assiettes délétères, des pathologies qui flambent, il faudra penser à conseiller Prosavit Cell Protect. On a toute une série de vitamines, du groupe B, du zinc, du sélénium, du porphyral, du lycopène, 1 à 2 gélules par jour, j'ai envie de dire, selon le gabarit. À côté de ça, on a parlé de l'inflammation, Oméga EPA, j'ai envie de dire 2 à 4 capsules selon ce qui est mis dans l'assiette. Et puis bien sûr de la vitamine D en cas de carence, puisqu'on sait que ça module l'immunité. Pour la vitamine D, ce qui va être important et ce qu'on va se regarder, c'est surtout par rapport à la voie TH17 et les T-régulateurs. Donc dans les maladies auto-immunes, la vitamine D va moduler la prolifération des lymphocytes T et des lymphocytes B, ça tombe bien, on veut les freiner. Ça va permettre aussi de restaurer la fonction immunosuppressive des lymphocytes T-régulateurs et de réduire la voie de l'inflammation, donc la voie TH17. Donc, on parle de carence lorsqu'on est inférieur à 10 nanogrammes par millilitre, déficit entre 25 et 75 et la normalité entre 75 et 200 mol. Ce qui va être important, c'est que si le taux initial est entre 22 et 30, il va falloir donner 10 à 15 gouttes de vitamine D par jour. Si le taux est inférieur à 22, là il va falloir vraiment insister. On sera plutôt sur 20 à 25 gouttes de vitamine D liquide. Maintenant, on va revoir tout ça sous la forme d'études de cas. Donc souvent, ce n'est pas nous qui posons le diagnostic, ça va être surtout le médecin à diagnostiquer une maladie auto-immune et les personnes veulent une prise en charge pour moduler la tolérance de leur système immunitaire. Donc rappel, surexpression voie TH1, voie TH2, voie TH17, sous-expression des T-régulateurs, plus ou moins accompagnée d'une hyperperméabilité intestinale. Donc déjà, lorsqu'on est dans des douleurs aiguës, il y a deux choses à conseiller. Ça sera le porphyral à raison de 4 capsules par prise pendant 5 à 6 jours. Et on pourra même faire en chronique 4 capsules tous les 3 jours, associées au Nergecuma fort à raison de 1 à 2 comprimés 3 fois par jour en fonction de la douleur. L'intérêt du porphyral, c'est de stimuler donc la production de ce qu'on appelle les HSP de manière, on va dire, précoce. Alors ça, c'est anti-inflammatoire,
antioxydant, ça prévient l'agrégation des protéines, ça permet donc de réparer les protéines qui ont été altérées pour redonner la fonction à la cellule qui a été agressée, ou si vraiment, j'ai envie de dire, la cellule n'est pas réparable, eh bien ça va permettre aussi la mort de cette cellule sous sa forme naturelle qui est l'apoptose et non sous forme de nécrose. Donc intéressant, avec une action bien sûr très antioxydante, très anti-inflammatoire. Nergécuma fort, curcuma, avec présence d'huile essentielle pour une meilleure assimilation, donc pour son côté anti-inflammatoire. Maintenant, il va falloir qu'on envisage un protocole pour freiner la voie TH1, voie TH2, voie T17, stimuler les T régulateurs et freiner les cellules dendritiques. Bien sûr, selon les symptômes de la maladie auto-immune qu'on rencontre, on va pouvoir aussi mettre des plantes de confort, de jouer aussi sur la sénescence immunitaire, sur la perméabilité. Protocole de base, alors j'ai envie de dire chez le jeune, mais qui sera valable chez l'adulte. Donc déjà, pour freiner l'immunité, jouer sur la perméabilité intestinale, jouer sur l'inflammation, on conseillera un canthis, réglisse 2 tiers, curcuma 1 tiers, 5 ml 2 fois par jour, 5 jours par semaine. Ça, c'est le protocole de base. Nergéflore TLR anti-inflammatoire, stimulant des T régulateurs, cicatrisant la muqueuse intestinale, une gélule par jour loin des repas, pendant un mois et après les mois suivants, 3 fois par semaine, pourquoi pas en alternance avec le Nergéflore intégral. Oméga EPA 2 à 4 capsules au repas du soir, selon la carence, vitamine D3, alors là on a vu 10 à 15 gouttes ou 15 à 20 gouttes selon on va dire le résultat du bilan biologique. Modulation des T régulateurs et de la voie TH17. En pratique, ça c'est un peu la même chose, on va dire, sur les maladies rhumatologiques. Alors de façon générale, là, on retrouve ce que je vous ai présenté tout à l'heure, plus pour l'adulte, c'est un petit peu une répétition. Là, on va être sur une pathologie plus type psoriasis. Donc là, on va voir que le protocole de base va être le même, sauf qu'on va avoir aussi des plantes pour moduler au niveau des symptômes. Donc on est toujours sur notre protocole réglisse 2 tiers, curcuma 1 tiers, 5 ml 2 fois par jour, 5 jours par semaine. À côté de ça, on a notre Nergéflore TLR, vitamine D si besoin, oméga EPA. Mais va venir s'ajouter à ça Dermolique Protection. Alors le Dermolique Protection, là où il va être intéressant, c'est que dedans vous avez du Lycopodium qui est une plante, une fougère d'Amazonie qui a une action immunomodulatrice, surtout dans les pathologies auto-immunes comme le psoriasis. Alors il y a de la vitamine E, il y a de la vitamine C aussi dedans, un petit peu de porphyral. Et à côté de ça aussi, on va conseiller Bardane Fumeterre, Bardane 2 tiers, Fumeterre 1 tiers, 5 ml 2 fois par jour, du lundi au vendredi. Pourquoi? Parce que la Fumeterre comme la Bardane eh bien, ont des actions directes sur les troubles cutanés, sont anti-inflammatoires, antihistaminiques, anti-infectieux de toujours ces problématiques de peau. Donc je vous laisse noter le protocole de base et pour le psoriasis, à penser à rajouter Bardane Fumeterre et Dermolique Protection. Donc comme je vous disais, le polypodium, il a une action antioxydante, immunomodulatrice, photoprotecteur, intéressante aussi dans les lucides, donc les allergies au soleil. Voilà, ça va être surtout dédié à ça, tout ce qui est psoriasis, dermatite, vitiligo aussi, mais attention, c'est des plantes qu'on donne sur 3 à 6 mois. Psoriasis, c'est ce rappel pour vous dire de garder en tête, ce n'est pas une simple maladie auto-immune, ce n'est pas une simple maladie de peau, c'est bien une maladie auto-immune, avec toujours ce rappel, augmentation de la voie TH1, augmentation de la voie T17, l'IL6 augmenté, donc tout de suite ça participe encore plus à l'inflammation, T régulateur diminué. Donc là, si on a des allergies alimentaire avec la maladie auto-immune, on retrouve toujours notre protocole de base, ça je pense que ça va rentrer, réglisse, curcuma, Nergéflore TLR, vitamine D, oméga EPA, et à côté de ça on pensera à rajouter un canthis desmodium à raison de 5 ml 2 fois par jour, un quart d'heure avant les repas.
Conduite à tenir, lorsque vous constatez que la maladie auto-immune est provoquée par une infection chronique, on va dire une infection à bas bruit, là on retrouve toujours le protocole de base, le Nergeflor TLR, le Cantis Reglis Curcuma, et là on va rajouter le Nergesens AF, donc pour lutter contre l'infection. On pourra donner 2 capsules 3 fois par jour, 10 jours par mois ou 2 à 3 jours par semaine. À vous d'adapter en fonction de la compétence à tolérer les huiles essentielles. Et souvent, on peut être sur des infections qui datent depuis très longtemps. Donc là, on peut avoir l'installation d'un biofilm. Et pour casser le biofilm, il faut des enzymes protéolytiques. Là, on conseillera le Nergésime à raison de 3 comprimés 2 fois par jour, loin des repas, pour avoir une action systémique. Et là, on peut le donner 10 jours par mois ou plus longtemps. Maintenant, si on a des troubles digestifs, on peut le donner en fin de repas, mais on aura moins cette action de casser le biofilm, mais ça va quand même être intéressant. Bien sûr, lorsqu'on parle de complémentation dans les maladies auto-immunes, on est sur une problématique de 6 mois à 1 an. Hein. Bien sûr, il faut garder ça à l'esprit. Pour les seniors, eh bien, il y a des études qui montrent que le pic de cancer et de maladies auto-immunes se trouve vraiment vers l'âge de 60 ans. Alors, il y a 2 choses qu'on a pu constater, c'est que déjà, naturellement, il y a un changement du microbiote intestinal pour des souches, on va dire, plutôt pro-inflammatoires, Escherichia coli, Clostridium, et qui va influencer, on va dire, le système immunitaire. Mais à ça, il y a un autre problème qui se rajoute, c'est que, bien sûr, en avançant dans l'âge, on a ce qu'on appelle l'installation d'une immunosénescence, donc qui est, on va dire, un phénomène de perte d'efficacité du système immunitaire, qu'il soit inné ou adaptatif, bon, qui est induit parce qu'on avance dans l'âge. Donc là, dans la prise en charge du protocole, on modifiera, on sera plutôt pour le Cantis sur 2 tiers d'astragal et 1 tiers de réglisse, où on fait 1 tiers et on rajoute une 3e plante selon ce que vous constatez. Donc ça sera 5 ml 2 fois par jour, 5 jours par semaine. Bien sûr en rajoutant tous les autres éléments qu'on a cités tout à l'heure. Voilà, nous arrivons au terme de cette web conférence. Je suis en direct avec vous pour répondre à vos questions. Ce que je peux vous conseiller, puisque c'est frais dans votre mémoire, c'est que lorsque vous aurez fini avec vos questions, n'hésitez pas à prendre 5 minutes, notez sur une feuille vraiment les grandes lignes des causes des maladies auto-immunes. Donc on a parlé voie TH1, voie TH2, inflammation avec la voie TH17, manque de T régulateur, ça peut être dû à une perméabilité intestinale ou à la présence d'infections. Notez les protocoles de base avec les petites subtilités selon la maladie auto-immune. Relisez ça ce soir, relisez ça demain, relisez ça rapidement dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois, et vous verrez que vous allez garder en mémoire et ça vous sera plus facile dans les prises en charge que vous aurez à faire sur des cas de maladies auto-immunes. Donc là, je reste en direct avec vous pour répondre à vos questions.